tous, merci d'être présents pour ce nouveau module d'enseignement du CCAFU Online consacré au cancer de la prostate et à une situation particulière qui est la prise en charge des patients porteurs de ganglions, patients dits N+. Autour de moi pour discuter de ces différentes situations cliniques, Christophe Hennequin, radiothérapeute, et deux collègues urologues, Guillaume Ploussard et Christophe Vessen. Ensemble, nous allons essayer de distinguer plusieurs situations cliniques qui vont de l'indication du curage ganglionnaire à la prise en charge des patients PN+, la prise en charge des patients cliniquement N+, et enfin les patients porteurs de récidives biologiques chez lesquels on trouve une récidive ganglionnaire isolée. Pour commencer ce premier cas clinique de curage ganglionnaire chez un patient, Monsieur L, qui est un patient porteur d'un cancer de la prostate à haut risque évolutif, il a un PSA à 8,3, 2 biopsies positives à l'apex droit sur 14 qui sont retrouvées avec un adénocarcinome de score 8 de Gleason. C'est un patient par ailleurs qui n'a pas de tumeur palpable, qui n'a pas de trouble mictionnel, qui n'a pas de trouble de la fonction érectile et puis une IRM qui montre une absence d'effraction capsulaire droite et une scintigraphie osseuse qui est normale. Donc ce patient, il est à haut risque, quelle que soit la classification qu'on utilise, que ce soit celle d'AMICO, qui est la plus couramment utilisée, NCCN, CAPRA. Ce patient est toujours classifié dans les hauts risques en raison de son score 8 de Gleason. Et pour ce patient, plusieurs options thérapeutiques sont possibles. Elles sont résumées dans les nouvelles recommandations du CCAFU qui ont été publiées cette année et qui montrent que lorsqu'on fait de la radiothérapie, on fait de la radiothérapie associée à l'hormonothérapie, une hormonothérapie longue, mais que la chirurgie est une option dans le cadre d'un traitement multimodal. Donc quand on envisage de traiter ces patients par voie chirurgicale, un des points importants de la chirurgie, c'est le curage ganglionnaire. Et on voit sur cette slide l'étendue standard du curage ganglionnaire. Et il est important de noter qu'on est passé d'un curage qui était limité à un curage qui est maintenant étendu, qui s'intéresse à l'aire des artères iliaques externes, des artères hypogastriques et qui remontent globalement jusqu'au croisement de l'urtère avec les artères iliaques. Et ce curage qu'on appelait au préalable un curage étendu, et bien maintenant c'est le curage standard. Alors ce curage il est important, notamment dans sa partie hypogastrique, puisqu'on voit qu'il y a jusqu'à 70% des ganglions positifs qui sont situés dans cette aire-là, aire qui était au préalable ignorée lorsqu'on faisait des curages limités. Actuellement, on voit la modification des pratiques. Quand on s'intéresse au centre européen de référence, eh bien, on voit que pour les hauts risques, dans 90% des cas, les curages sont faits et que ce sont des curages extensifs et dont on peut mesurer l'extension grâce au nombre de ganglions prélevés qui sont en moyenne à plus de 10. Alors, comment est-ce qu'on fait en pratique ces curages, que ce soit par voie chirurgicale ouverte, célioscopique ou robotique? Christophe. Personnellement, on le débute en fait en regard de l'artère iliaque primitive, ce qui permet de remonter en effet jusqu'au niveau de l'urtère, mais surtout au niveau de l'hypogastrique, puisque ça va être la limite du curage. Donc on y va progressivement. Moi, personnellement, je commence le curage de bas en haut, ce qui permet pour les ganglions les plus proximaux de ne pas être finalement noyés dans d'éventuelles pertes sanguines. Moi, j'aime bien personnellement faire des lymphostases au fur et à mesure avec aussi bien la monopolaire que la bipolaire. Et on va remonter éventuellement, donc très progressivement, pour retirer les ganglions au fur et à mesure. Ces ganglions, moi j'aime bien les envoyer au fur et à mesure en anatomopathologie, donc de manière séparée, afin de bien distinguer les endroits où ils sont éventuellement positifs. Et puis aussi, je pense que ça facilite grandement le comptage des ganglions. Donc au fur et à mesure, on va retrouver donc l'urtère. Donc cette urtère va être progressivement disséquée pour pouvoir accéder à l'artère hypogastrique, donc qui va être disséquée au fur et à mesure. De nouveau, ces ganglions sont envoyés progressivement de manière séparée. Donc le plus facile, c'est vraiment de partir sur les vaisseaux, de partir sur l'artère en fait, et de repousser progressivement tous ces ganglions pour en obtenir vraiment le plus grand nombre.
Combien de temps ça te prend, Christophe, un curage étendu? Un curage étendu, il faut malgré tout compter aux alentours de 45 minutes si on veut que ce soit bien fait, si on veut arriver en effet à avoir une dissection qui est propre. Donc malgré tout, ça prolonge un petit peu la chirurgie. Donc ces curages sont envoyés, là on voit la partie qui est plutôt de la partie hypogastrique. Alors le robot, évidemment, a de nombreux avantages pour faire ça d'un point de vue moins invasif. Donc ici, on va rentrer dans la partie qui est plutôt iliaque externe, avec l'urtère qui est bien reconnu, ça évite les lésions urétérales. Et il est écarté par l'assistant progressivement. Alors comme on va se rapprocher progressivement aussi du nerf obturateur, c'est bien de faire des coagulations plutôt bipolaires que des coagulations monopolaires. Tu commences toujours par le curage, ou il y a des situations où tu fais la prostatectomie et tu termines par le curage? Personnellement, je commence toujours par le curage. Il y a quelques centres où on fait le curage dans un deuxième temps. Moi, personnellement, j'ai toujours eu l'impression que ça préparait très très bien, malgré tout, la chirurgie. Donc, une fois qu'on a ce curage, la partie prostatectomie, d'autant que ce sont des patients à haut risque, la partie prostatectomie est beaucoup plus rapide. Alors, on voit ici, c'est l'artère ombilico-prévésicale qui est la limite la plus médiane du curage. Et tout ce qui est à droite va être finalement la partie que l'on va emporter pour faire le curage, la partie, on va dire, iliaque externe et obturatrice du curage. À cet endroit-là, c'est un plan qui est un petit peu avasculaire, théoriquement. Alors, théoriquement, le curage, il faut essayer de passer dans des plans avasculaires. On voit que souvent, la partie qui est la plus proche du nerf obturateur est un petit peu délicate. C'est pour ça que j'aime bien passer latéralement par rapport à la veine iliaque, ce qui permet d'aller rechercher souvent ce petit ganglion qui est au niveau de la partie de l'angle entre le nerf obturateur et les vaisseaux iliaques externes. Donc cette dissection entre les vaisseaux, c'est quelque chose que tu fais de façon courante? C'est quelque chose que je fais de manière à peu près standard, sauf si, bien évidemment, l'accès finalement au nerf obturateur et à sa partie la plus interne est totalement facile. Mais ici, on voit que ça permet d'aller retirer totalement tous les ganglions qui sont finalement juste au niveau de cet angle-là. Donc progressivement, on va remonter en faisant de nouveau les hémostases et les lymphostases avec un courant qui est plutôt bipolaire pour éviter les électrostimulations du nerf obturateur. Donc avoir un bon assistant qui vient écarter progressivement les vaisseaux, c'est également quelque chose d'important pour éviter évidemment toute lésion vasculaire durant ce curage. À quel moment tu mets des clips? Est-ce que tu fais toujours de la monopolaire, de la bipolaire? Alors, oui, je mets, généralement, je ne mets pas de clip en étant transpéritonéal. Pour moi, c'est vraiment une indication de la voie transpéritonéale pour ces curages étendus. D'abord parce que ça permet d'avoir un accès sur les vaisseaux. Éventuellement, on voit qu'ici, on peut clipper et sectionner le canal déférent. Et puis finalement, dans la partie la plus distale, la plus inguinale, en effet, je vais utiliser quelques clips à cet endroit-là pour terminer la lymphostase. Donc ça, c'est le dernier clip sur le curage droit. Éventuellement, on va le voir en fonction des patients. On peut assez facilement, par la droite, débuter le curage du côté gauche, notamment sur l'artère iliaque primitive jusqu'à l'urtère. Donc on voit qu'on peut y accéder facilement et là on accède finalement, on va voir l'urtère qui est ici à gauche. Ça permet d'être sûr d'avoir la totalité des ganglions.
Donc ça, c'est typiquement une dissection que tu vas étendre en C'est une fonction des dissection que je données vais étendre, de notamment l'imagerie. en fonction des données de l'imagerie préopératoire. Je pense qu'il ne faut pas être, entre guillemets, radin sur le niveau du curage. Il vaut mieux probablement remonter le plus haut possible, notamment en fonction de l'imagerie. Alors la question qui se pose, c'est... parce qu'en termes de stadification, on est assez d'accord pour dire qu'on fait mieux. C'est-à-dire qu'on est passé d'un curage où il y avait quelques ganglions à un curage où il y a plus d'une dizaine de ganglions. Et en termes de stadification, il y a vraiment une supériorité à ce curage. Une des questions qui se pose, c'est l'effet thérapeutique. Comme on peut avoir dans d'autres cancers, on sait que dans certains cancers, plus on a de ganglions, plus on est avec un effet thérapeutique. Et pour la prostate, les choses ne sont pas très claires finalement, on n'a pas de réponse. On a des études qui sont des grandes études rétrospectives, parfois très bien faites comme cette étude allemande, donc à l'allemande, 100 versus 100, petit curage versus grand curage, pour lesquels on trouve des différences de survie sans récidive biologique à l'avantage des patients qui ont eu un grand curage, mais on est dans de l'étude rétrospective avec tous les biais qu'on connaît de ces études. Quand on regarde en détail la littérature, on va trouver dans certaines études qui s'intéressent aux patients qui ont des ganglions positifs, eh bien, dans certaines études, une relation entre le nombre de ganglions qui sont retirés et l'effet thérapeutique. On voit ça dans certains papiers où on trouve cet effet pour un sous-groupe de patients avec un envahissement ganglionnaire qui est faible, donc avec l'idée sous-jacente qu'on retire peut-être des micrométastases en faisant ce curage. Et puis, il y a d'autres papiers qui trouvent de façon beaucoup plus nette une corrélation entre le nombre de ganglions, la survie sans récidive clinique, la survie sans récidive biologique, clinique et même la survie spécifique. Donc, quand on voit ça, on se dit qu'on a la réponse. Et pourtant, on a d'autres études tout aussi solides qui sont des études soit de registre, soit des études avec un nombre de prostatectomies qui sont importantes, qui ne retrouvent aucune corrélation entre le nombre de ganglions qui sont retirés et la progression biologique systémique ou la survie spécifique. Donc actuellement, il n'y a pas d'effet thérapeutique prouvé de ce curage, pas d'effet thérapeutique intrinsèque, mais ce qui est certain, c'est qu'en changeant la stadification, avec une meilleure stadification, on peut modifier nos pratiques post-opératoires, notamment faire bénéficier nos patients d'une hormonothérapie précoce. Et puis toutes ces études, puisqu'on n'a pas d'études prospectives, on est sur du rétrospectif, elles sont grévées d'un biais d'interprétation qui est le Will Rogers phenomenon, qui est quelque chose qui est bien connu en cancérologie et qui est le biais principal de ces études rétrospectives. Alors, autre situation, c'est le patient PN+. Donc, avec la modification de nos pratiques chirurgicales, chez ce patient qui était porteur d'une tumeur à haut risque, donc Gleason 8, localisée, pour lequel le traitement chirurgical a été l'option décidée, eh bien, chez ce patient qui a bénéficié d'un traitement chirurgical, prostatectomie plus curage étendu, on retrouve sur l'anapathe, au final, une tumeur qui est PT2C, Gleason 8, avec un ganglion sur 16 positif. C'est un patient qui est à 2 mois post-opératoire avec un PSA qui est indétectable, qui est bien sur le plan fonctionnel avec une continence qui est acquise. Et donc, dans cette situation, on peut se poser la question de la stratégie post-opératoire. Alors, quand on parle de ganglion positif, il faut avoir en tête le fait que toutes les situations ne sont pas égales entre elles. Quand on a 1 ou 2 ganglions positifs, le pronostic n'est pas le même que quand on a des ganglions qui sont massivement envahis. On voit ça dans l'étude de Briganti qui trouve un cut-off à 2 ganglions. Et on retrouve exactement la même chose dans l'étude du Mémorial qui s'est intéressée aux patients qui étaient opérés et sans traitement adjuvant, pour lequel on trouve une vraie différence de pronostic chez les patients qui ont 1 ganglion ou 2 ganglions positifs versus les patients qui ont plus de 2 ganglions positifs. Pour cette situation de ganglion positif en post-opératoire, eh bien, en urologie, on raisonne très fréquemment avec l'étude de Messing, c'est-à-dire que c'est la seule étude qu'on ait, qui soit une étude prospective randomisée de bon niveau, qui a montré que chez les patients qui étaient PN+, il y avait un avantage à faire de l'hormonothérapie immédiate versus de l'hormonothérapie différée. Mais ça, c'est une situation qui est une situation ancienne, chez des patients qui étaient porteurs d'un envahissement ganglionnaire massif, et pour lequel, effectivement, il y a un avantage en termes de survie à faire de l'hormonothérapie immédiate. Pour les patients qu'on voit actuellement, ça c'est l'étude de la CER Database qui va dans un sens contraire et qui montre qu'il n'y a pas de différence entre une hormonothérapie immédiate versus une surveillance. Et quand on regarde cette étude, qui était l'étude du Mémorial qu'on a vue au départ, eh bien on voit que chez des patients qui sont traités simplement
chirurgicalement, on peut avoir des survies spécifiques à 10 ans qui sont importantes. Donc actuellement, pour un groupe de patients avec un faible envahissement ganglionnaire, on peut se poser la question d'un traitement immédiat versus un traitement différé. Est-ce que le traitement immédiat n'est pas du surtraitement? Est-ce que le traitement différé n'est pas un retard thérapeutique? Et ça, c'est la question qui est posée par l'étude AFUGE et TUC20 qui pose la question de l'hormonothérapie immédiate versus différée chez des patients à haut risque et notamment chez des patients qui sont porteurs d'un ou deux ganglions positifs. Alors, autre question qui se pose dans cette situation, où on ne sait pas pour ces patients à petit volume s'il faut faire de l'hormonothérapie immédiate ou tardive, se pose la question de la radiothérapie aussi, Christophe. Oui, effectivement. Alors, on a chez ces patients-là pas de données prospectives réellement solides. Par contre, on a des données rétrospectives assez de niveau de preuve relativement satisfaisant. Par exemple, cette étude italienne qui a comparé deux séries, ces patients qui ont eu ou pas des radiothérapies et qui ont apparié sur un certain nombre de facteurs, en particulier l'âge, le glisone, le nombre de ganglions prélevés. Et on voit que les patients qui ont reçu à la fois de l'hormonothérapie et une irradiation ont une survie meilleure que celles qui n'ont reçu qu'une hormonothérapie adjuvante. Cette étude a été complétée par une série beaucoup plus importante. Vous voyez plus de 1000 patients qui ont été colligés. Et là, on regarde également l'impact de la radiothérapie adjuvante sur la survie et la survie spécifique. Et on voit qu'il y a un bénéfice assez net de cette radiothérapie adjuvante. Alors, pas pour tous les patients, et le mérite de cette grosse étude rétrospective, c'est d'avoir essayé d'isoler des sous-groupes de patients qui tireraient bénéfice de cette irradiation adjuvante. Bien entendu, ceux qui ont un faible nombre de ganglions atteints et des facteurs de risque peu importants, eux ne bénéficient pas de l'irradiation. Et par contre, à l'inverse, ceux qui ont une forte atteinte ganglionnaire ne bénéficient pas également de l'irradiation parce qu'ils vont faire de toute façon, malheureusement, des métastases. Et donc, il y a un sous-groupe qui comporte 2-3 ganglions atteints avec d'autres facteurs de risque, comme par exemple les marges positives, qui, ceux-là, tirent réellement bénéfice de la radiothérapie adjuvante. Ceci doit bien entendu être conforté par des études prospectives qui vont peut-être se monter en Europe dans les mois qui viennent. Donc les recommandations du CCAFU, elles vont exactement dans le sens de ce qui a été dit, c'est-à-dire que pour ces patients qui sont avec des ganglions positifs, le standard, c'est l'hormonothérapie adjuvante, puisque finalement c'est là qu'on a le niveau de preuve qui est le plus fort, mais il faut avoir en tête que cette hormonothérapie type Messing, finalement, elle va s'adresser à des patients qui ont un envahissement ganglionnaire qui est maximal. Et ensuite, ce qui reste optionnel, c'est la surveillance chez des patients qui ont un petit volume ganglionnaire et puis qui ont un PSA post-opératoire qui est détectable, et puis l'association à la radiothérapie, l'association radio-hormonothérapie dans cette situation. Autre situation qui touche le ganglion, c'est la situation du patient cliniquement N+, avec les nouvelles imageries, avec le bilan, notamment le bilan d'IRM qui est fait chez les patients en pré-thérapeutique. On retrouve des patients comme ce patient de 58 ans, sans antécédent, sans trouble urinaire, avec un premier PSA à 15, chez lequel on va trouver un cancer de risque intermédiaire fort, avec 6 biopsies positives sur 12, avec un score 7 de glisone 4+3. Et chez ce patient, qui confirme l'envahissement du lobe droit par la tumeur, on va retrouver un ganglion, chose qu'on ne voyait pas avant quand les imageries étaient moins fortes, ou en tout cas moins sensibles. Alors, est-ce qu'il faut croire cette IRM, Christophe? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, sur le bilan actuel, comme on le sait, l'IRM et le scanner ont à peu près les mêmes performances, avec une relative faible sensibilité dans le diagnostic d'atteinte ganglionnaire, vous voyez, aux alentours de 40%. Par contre, la spécificité n'est pas si mauvaise que ça. Dans une revue générale, elle était aux alentours de 82%, et elle est fonction de la taille du ganglion. Elle est, pour des ganglions au-dessus de 10 mm, de l'ordre de 90 à 97% selon les séries, et quand le ganglion dépasse 15 mm en diamètre, elle est de 92 à 100%. Donc, pour notre malade qui a un ganglion de 13 mm, il y a quand même une forte probabilité pour que ce ganglion soit touché par la maladie. Est-ce qu'il faut proposer un traitement local à ces patients? Puisque finalement, c'est des patients qui sont CN+, qu'on assimilait il n'y a pas si longtemps à des patients métastastiques.
Est-ce qu'il faut faire de la chirurgie? Est-ce qu'il faut faire de la radiothérapie? Pour la chirurgie, on a quelques éléments de réponse, mais qui sont des éléments indirects. On a des études anciennes, comme celle de la Mayo Clinic, qui, à l'époque, chez ces patients à haut risque avec des ganglions visibles, faisaient soit une castration plus la prostatectomie. Quand on regarde ces patients, on voit que le groupe des patients qui a eu à la fois le traitement systémique et le traitement local a une meilleure réponse et des taux de survie qui sont largement supérieurs. On a des études allemandes, comme celle-ci, qui sont encore des études rétrospectives et qui se sont intéressées au groupe de patients qui étaient opérés. À l'époque, on faisait de l'extemporané sur les ganglions, et donc ils ont comparé un groupe de patients qui avaient un curage ganglionnaire, une extempo positive, des ganglions positifs pour lesquels on arrêtait de faire la chirurgie, versus les patients qui avaient eu un curage ganglionnaire et une prostatectomie. Et là encore, on voit dans cette situation que les patients qui ont eu un traitement local plus un traitement systémique vont mieux que les patients qui ont eu un traitement systémique seul. Donc ça va dans le sens d'un traitement local chez ces patients qui sont cliniquement N+. On retrouve la même chose sur cette étude sur laquelle on essayait d'avoir des patients appariés pour éviter le biais qu'on a signalé précédemment. Et puis, quand on s'intéresse à d'autres études de registre, on voit que, quel que soit le traitement local, que ce soit la chirurgie, que ce soit la radiothérapie, on a l'impression que dans cette situation-là, on a un intérêt à traiter localement. Exact. Dans cette analyse de la database américaine, on voit que les patients qui avaient des atteintes ganglionnaires histologiquement prouvées bénéficient à la fois de la prostatectomie, de la radiothérapie ou de l'association des deux par rapport à ceux qui n'ont pas eu de traitement local, tout à la fois en survie globale et en survie spécifique. Concernant la radiothérapie, on a aussi d'autres données, par exemple cette base de données qui montre sur 3540 patients que les malades qui avaient une atteinte ganglionnaire, cette fois-ci clinique, bénéficient de l'association radiothérapie-hormonothérapie vis-à-vis d'une hormonothérapie seule, également en survie globale et en survie spécifique, avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes nettement significatifs. Et puis on a une étude prospective qui est l'étude STAMPEDE, qu'on connaît bien par exemple pour la démonstration de l'intérêt du docétaxel chez les patients métastatiques. Et il y avait dans cette étude STAMPEDE un sous-groupe de patients qui était N+M0. Et la radiothérapie pouvait être ou pas proposée dans ce sous-groupe de patients qui a donc été suivi de manière prospective. Et on voit que les patients donc, qui étaient N0M0 ou qui étaient N+M0 bénéficient d'une irradiation par rapport à une hormonothérapie seule. C'est donc un argument assez fort puisque cette étude est prospective en faveur d'un traitement local des patients avec atteinte ganglionnaire. Alors, l'autre question qui se pose, c'est le bilan. On a ce patient qui a une atteinte ganglionnaire. Faut-il compléter le bilan par rapport à l'IRM et la scintigraphie osseuse qui ont été faites si on envisage d'opérer le patient? Dans le cas de ce patient qui avait une adénopathie bien visible à l'IRM et bien suspecte, pas de nécessité de compléter le bilan, notamment avec un TEP à la colline. Ça ne fait pas partie de nos recommandations pour l'instant. Et on peut très bien l'opérer directement, on va dire, sans nécessité de faire un bilan complémentaire par imagerie fonctionnelle. Éventuellement, dans d'autres situations, peut-être un peu plus complexes, et si on a à disposition le TEP à la colline. Moi, je pense que si on a à disposition le TEP à la colline et que, en plus, potentiellement, ça change la stratégie thérapeutique chez le patient, je pense que de compléter l'imagerie avec ce qu'on a à disposition est certainement une bonne chose. Ça permettra de probablement donner plus d'informations et de voir si le patient il va rester en chirurgie ou est-ce que ça va être une option pour peut-être la radiothérapie, s'il y a une place pour la radiothérapie chez ces patients. Mais là, c'est de la discussion de RCP au cas par cas. C'est de la discussion de RCP au cas par cas. Tu vas étendre ton curage et l'adapter à l'imagerie. Tout à fait. Pour les radiothérapeutes, Christophe? Alors moi, je pense qu'il faut effectivement compléter le bilan effectivement par un TEP à la colline, à la fois pour affirmer le caractère malin de l'adénopathie, puisque nous n'avons pas la confirmation histologique, comme vous avez les chirurgiens, du caractère atteint du ganglion, pour rechercher d'autres atteintes, effectivement, soit extra-pelviennes, soit d'autres atteintes ganglionnaires, et pour guider d'éventuels boosts ganglionnaires sur les ganglions malades. Le TEP à la colline, quand on regarde sa spécificité, elle est relativement élevée, et donc on peut considérer que si le ganglion jugé anormal sur l'IRM fixe manifestement la colline, il sera probablement malin, il faut le considérer comme une atteinte ganglionnaire. Alors bien évidemment, ce n'est pas dans les recos, ni de les recos de l'EAU, ni dans les recos de l'AFU, parce qu'il n'y a pas de niveau de preuve avec des études prospectives bien faites qui ont montré que ce TEP à la colline modifiait l'attitude thérapeutique, et donc on ne peut pas l'inscrire dans les recos.
D'autres modalités d'imagerie vont apparaître probablement dans les années qui viennent, en particulier le TEP au PSMA. Et le TEP au PSMA augmenterait la sensibilité et la spécificité par rapport au TEP à la colline. Mais là encore, sur le plan de l'étude anatomique des zones ganglionnaires touchées, le TEP au PSMA, vous voyez que sa sensibilité est relativement faible. L'intérêt pour la radiothérapie, c'est effectivement ces boosts ganglionnaires. Et vous avez ici sur ce TEP à la colline, vous voyez nettement le ganglion iliaque interne ou iliaque commun. Et on peut tout à fait booster ce ganglion, augmenter la dose sur ce ganglion, comme on voit sur cette étude dosimétrique, avec ces deux boosts, un ganglion iliaque commun et le ganglion à gauche qu'on ne voit pas sur le TEP. Il est possible que cette augmentation de dose sur les ganglions malades améliore les résultats, mais là encore, c'est beaucoup plus du domaine expérimental que de la pratique clinique. Alors, dernière situation qu'on voulait évoquer au cours de cette émission du CCAFU Online, consacrée à l'atteinte ganglionnaire, c'est la situation de la récidive biologique après traitement chirurgical ou après radiothérapie, situation dans laquelle les nouveaux moyens d'imagerie, notamment l'imagerie métabolique, permettent de retrouver une atteinte ganglionnaire. Donc typiquement chez ce patient, 62 ans, avec un PSA 12, un glisone 7, là encore une tumeur de risque intermédiaire, avec sur l'IRM une tumeur T3A, pas de ganglion, une scintigraphie normale, un patient qui a été opéré et dont l'anapathe post-opératoire montrait une tumeur PT3A R1 N0 avec un PSA post-opératoire indétectable. Ce patient a bénéficié d'une radiothérapie adjuvante compte tenu du caractère extracapsulaire de la tumeur. Et chez ce patient, on va voir une récidive biologique progressive avec les chiffres qu'on voit sur la diapo. Alors, dans cette situation, Christophe, de récidive biologique, après chirurgie, après radiothérapie, quel bilan et qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il semble intéressant de rechercher la cause de la récidive biologique. On voit que là, il a une récidive biologique nette avec un PSA à 3,2, 3 ans après la fin de l'irradiation. Et pour l'instant, l'examen le plus performant disponible en France, c'est encore une fois le TEP à la colline, qui trouve là une vraie indication pour rechercher donc la cause de cette récidive biologique. Et ce qu'il en est de la récidive ganglionnaire isolée, c'est que le TEP à la colline permet dans 15-20% des cas de détecter ces récidives ganglionnaires isolées, comme on le voit sur cette imagerie, récidives qui peuvent être confirmées par des IRM. Dans la expérience limitée que nous avions sur l'hôpital Saint-Louis, ça confirme les données de la littérature. Vous voyez qu'en cas de récidive biologique après radiothérapie, il y a à peu près 40% de récidive locale, 25% qui ont des ganglions, mais uniquement 14% qui ont une récidive ganglionnaire isolée, puisqu'il y a en général une récidive locale et une récidive ganglionnaire. Les autres ont soit des métastases, soit on ne retrouve pas de cible sur le bilan. C'est une stratégie qui peut se discuter. Guillaume, je ne sais pas quelle est ton attitude devant cette approche thérapeutique. Donc chez ces nouveaux patients chez lesquels on est amené à trouver une récidive ganglionnaire isolée dans le cadre d'une récidive biologique, comment est-ce que tu raisonnes Alors déjà, comme l'a dit Christophe, c'est l'imagerie qui nous a un peu fait détecter ces nouvelles situations. Donc une récidive biologique, c'est plus juste local et métastatique, c'est local, récidive ganglionnaire pelvienne et métastase extrapelvienne. Et c'est vrai que dans cette situation de récidive ganglionnaire, l'important c'est de localiser la récidive et détecter précocement pour éventuellement envisager un traitement ciblé de cette récidive ganglionnaire. Dans notre cas clinique, on a donc une récidive qui est iliaque externe droite, unique, avec un temps de doublement du PSA à 6 mois, et cette récidive a bien été mise en évidence sur le TEP à la colline. Christophe l'a dit, le TEP à la colline, c'est l'imagerie actuellement qu'on doit faire dans le cadre des récidives biologiques chez des patients qui peuvent subir un éventuel traitement de rattrapage. Mais cette imagerie n'est pas encore idéale et elle est fonction surtout du taux de PSA. Donc oui, il faut détecter précocement, mais on est aussi limité par un taux de PSA avec un seuil à 1 voire 2. Et au-dessus de 2, là, on a un vrai intérêt, une vraie bonne performance diagnostique de ce TEP à la colline. La vélocité joue également, et pour des petits PSA avec une grande vélocité, on peut proposer cette imagerie pour détecter la récidive. On va détecter cette récidive pelvienne, ça permet d'éliminer des localisations secondaires, et le TEP à la colline va aussi bien voir des métastases, d'autres métastases ganglionnaires que des métastases osseuses. Et également, on peut avoir un rôle pour détecter une éventuelle récidive locale dans le lit de la prostatectomie, ou au niveau de la zone irradiée prostatique, même si on a une faible résolution spatiale et probablement on complétera
par une IRM. L'imagerie de l'avenir, c'est probablement une nouvelle imagerie fonctionnelle avec le PSMA, donc l'antigène spécifique membranaire prostatique. Et là, on va améliorer les performances diagnostiques de l'imagerie fonctionnelle avec une sensibilité et une spécificité qui vont être augmentées, pas de disponibilité importante en France, quelques faux positifs, notamment un lavage périprostatique qui peut gêner la résolution spatiale au niveau prostatique. En pratique, actuellement, quand on a une récidive pelvienne, on va se baser sur l'histoire de la maladie et si le temps de doublement est faible, plutôt aller vers une récidive locale, donc faire une IRM avec un coût qui sera moins élevé. En cas de récidive suspectée métastatique ou ganglionnaire, c'est-à-dire un temps de doublement inférieur à 6 mois. Un TEP à la choline, oui, c'est sûr, si le PSA est supérieur à 1. Et ce PET à la choline peut être envisagé également en cas de PSA faible, mais avec une vélocité élevée, inférieure à 3 mois. Et encore une fois, on va proposer ce TEP à la choline chez des patients qui sont susceptibles de bénéficier d'un traitement de rattrapage, donc pas forcément chez tous nos patients. On est dans une situation nouvelle, encore une fois, c'était une situation de récidive biologique dans laquelle, classiquement, on traitait la récidive biologique avec de l'hormonothérapie, soit immédiate, soit différée, soit continue, soit éventuellement de façon intermittente. Actuellement, on est dans une autre problématique, hormonothérapie versus traitement de ces cibles qui deviennent visibles. Qu'est-ce qu'il faut faire et quel traitement est-ce qu'on peut envisager quand on traite ces cibles? Radiothérapie, chirurgie? Alors, on n'a pas de réponse scientifique formelle pour l'instant. C'est vrai qu'avant, c'était l'hormonothérapie pour tout le monde. Et maintenant, on va se diriger sur ces traitements ciblés de la métastase ganglionnaire, de la récidive authentifiée sur l'imagerie fonctionnelle, par chirurgie ou par radiothérapie. La première chose à voir, c'est que ce pronostic de la maladie métastatique ganglionnaire est différente d'une maladie métastatique plus avancée, qu'elle soit extrapelvienne, osseuse ou viscérale. Et ça, c'est une étude qui a bien montré que les courbes de survie étaient différentes. Donc c'est une maladie qui est moins agressive si elle n'est que ganglionnaire. Première question à se poser, est-ce que l'hormonothérapie qu'on faisait avant est un standard? Eh bien, pas tant que ça. On va voir que dans les séries rétrospectives, des patients qui n'avaient pas de critères d'agressivité, de critères d'une maladie métastatique évolutive, ne bénéficiaient pas forcément de cette hormonothérapie immédiate. Et on pouvait identifier des sous-groupes de patients qui peuvent bénéficier de cette hormonothérapie, en cas de score de Gleason élevé, de maladies localement très avancées ou d'une récidive biologique très rapide après le traitement local. Après prostatectomie, après radiothérapie, c'est la même chose, quel que soit le traitement local au départ. Et dans cette étude observationnelle de patients en rechute biologique, on voit très bien que les courbes se superposent et qu'il n'y a pas de bénéfice à démarrer tout de suite à la rechute biologique l'hormonothérapie, qu'on peut très bien la différer lors de la récidive clinique. Alors comment traiter? Hormonothérapie ou traitement ciblé? Pourquoi envisager un traitement ciblé? On a tout le rationnel de la maladie oligométastatique, en se disant qu'on peut de nouveau retraiter localement et qu'on va éviter des secondes vagues métastatiques en allant traiter cette maladie ganglionnaire pelvienne. L'autre idée, c'est également de retarder les traitements systémiques. On ne va pas forcément guérir le patient, mais en tout cas retarder le temps avant les futurs traitements, les futures hormonothérapies et la chimiothérapie. Alors je vais vous parler premièrement du curage ganglionnaire de rattrapage. Donc on a vu un petit peu la technique du curage ganglionnaire tout à l'heure. Là, on est quand même dans une autre situation, un patient qui a peut-être déjà été curé, peut-être eu de la radiothérapie, et finalement, quand on regarde les littératures, très peu d'études, aucune prospective et pas d'essai multicentrique. Le niveau de preuve est donc limité, donc attention aux conclusions, et une revue systématique récente n'a pu inclure que 7 articles, donc une interprétation qui doit être nuancée des résultats. Pour quel patient? On va aller vers un curage ganglionnaire de rattrapage, c'est des patients avec une longue espérance de vie, bien sûr informés des risques et des bénéfices, et avec une imagerie qui va nous guider, donc une imagerie qui sera positive avec une maladie ganglionnaire. On connaît à peu près les facteurs préopératoires de réponse à ce curage. Ce qui est important, c'est de bien sélectionner les patients, des patients qui vont être au début de la récidive biologique, donc avec un PSA pré-curage inférieur à 4. On sait que c'est un facteur prédictif de réponse au curage. Chez des patients qui avaient déjà été curés et sans maladie ganglionnaire au niveau du curage, des adénopathies qui sont uniquement pelviennes, pas extrapelviennes, et un score de Gleason qui est relativement faible, on va dire 6-7. Les hauts scores de Gleason ont probablement une atteinte micrométastatique au-dessus de la sphère pelvienne. La technique, alors est-ce que pour toi Christophe, c'est la même technique qu'un curage?
Alors moi je pense que le curage, bien évidemment, il faut au moins le rendre équivalent à ce qui est aux recommandations, c'est-à-dire de faire un curage étendu. Si on avait un patient qui avait un curage limité, bien évidemment, il faut l'étendre. Maintenant, tout ceci est à pondérer bien évidemment en fonction de l'imagerie, mais également en fonction de la prise en charge initiale du patient. Le patient qui a eu une prostatectomie, un curage étendu, de la radiothérapie pelvienne et des aires ganglionnaires sera probablement beaucoup plus difficile à prendre en charge chirurgicalement qu'un patient qui n'a eu que la prostatectomie, que éventuellement un curage limité. Donc je pense que, de nouveau, ça doit être discuté au cas par cas, mais qu'on doit étendre le curage le plus loin possible en fonction de ce qui a été montré tout à l'heure. Il ne faut pas, en effet, se baser uniquement sur l'imagerie fonctionnelle. Et on sait que, même si on pense qu'il n'y a qu'un seul ganglion à gauche, dans la moitié des cas, on va retrouver d'autres ganglions qui n'auront pas été vus au PET à la colline. Donc il faut faire ce curage bilatéral étendu. Alors quels sont les résultats oncologiques de ce curage de rattrapage ? Une réponse biologique complète dans 50% des cas, c'est-à-dire qu'après votre curage, le patient va avoir un PSA indétectable inférieur à 0,2 dans 50% des cas. La survie spécifique à 5 ans est bonne, 80%, on a peu de données à long terme et pas de groupe contrôle. Et quand on regarde en détail, c'est vrai qu'au moins un tiers des patients avaient eu une hormonothérapie adjuvante, donc pas que le curage de rattrapage, et dans 50% des cas, une radiothérapie de clôture ganglionnaire associée. Donc l'effet oncologique du curage n'est pas encore démontré. Que faire après ce curage de rattrapage ? On ne sait pas tout à fait. Est-ce qu'il faut faire de la radiothérapie de clôture ganglionnaire, voire de la loge ? Une hormonothérapie, une radio-hormonothérapie ? Peu de données pour influencer le traitement après ce curage. Probablement que ce curage peut suffire en cas d'anéopathie pelvienne isolée, de faible nombre de ganglions positifs sur ce curage et de réponse biologique complète après curage. Quels sont les risques chirurgicaux ? Finalement, ils sont dans ces études faible, une morbidité qui n'est pas importante, peu de complications graves, des lymphorrhées, pas de lymphodème. Donc, d'après les études, un curage qui est possible chirurgicalement sans trop de morbidité pour le patient. En conclusion, pour ces curages de rattrapage, une sélection stricte des patients est nécessaire en fonction du PSA, de l'imagerie et de la motivation du patient. Une bonne réponse PSA initiale est retrouvée dans 50% des cas, mais finalement peu de réponses durables et souvent la nécessité de mettre en place des traitements de nouveau de rattrapage, souvent par hormonothérapie. Un facteur prédictif de bonne réponse biologique au curage, c'est le PSA avant curage. Donc sélectionnez bien vos patients et précocement. Ça reste expérimental, donc nécessité de protocole prospectif. Est-ce que c'est bien le curage qui prévient la progression ? Et une étude est actuellement en train d'être montée via le CCAFU, une étude de phase 2, où vous pourrez bientôt inclure vos patients dans cette situation. Alors finalement, la question se pose aussi chez les radiothérapeutes, Christophe, puisqu'on a la récipe biologique, des cibles, et donc la tentation, c'est d'aller irradier les cibles. Exactement, ce d'autant que les nouvelles techniques d'irradiation, en particulier la radiation en modulation d'intensité ou la stéréotaxie, permettent d'irradier des volumes ganglionnaires sans avoir trop de risques, en particulier sur l'intestin grêle. Ceci est bien entendu faisable quand la zone n'a pas été préalablement irradiée. Quel volume cible ? Là encore, je rejoins ce qu'a dit Guillaume. Le TEP sous-estime fortement l'atteinte ganglionnaire et il est préférable d'avoir un volume cible relativement large, possiblement bilatéral et prenant l'ensemble des aires ganglionnaires pelviennes plutôt que simplement viser le ganglion qui est visible au PET scan. Les données carcinologiques sont encore très très faibles. Je veux juste citer l'expérience de Dijon où sur 31 patients irradiés, il y a eu une durée de contrôle du PSA assez fréquente, mais avec un suivi encore court et une durée de contrôle biochimique relativement faible. Par contre, nous allons avoir des études prospectives. La première, c'est l'étude oligopelvis du GETUG, qui a donc inclus ces malades en récidive ganglionnaire isolée, avec comme principal critère de jugement la survie sans rechute biochimique à 2 ans. Et cette étude comportait donc une hormonothérapie de 6 mois associée à une radiothérapie. Vous voyez 54 grès sur tous les ganglions pelviens, donc sur l'ensemble des aires ganglionnaires pelviennes, 66 grès en boost sur les ganglions positifs au TEP et 66 grès sur la loge prostatique si celle-ci n'avait pas été irradiée. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a pu inclure 70 patients en moins de 2 ans, ce qui montre quand même que c'est une pathologie qui est relativement fréquente en France, que la toxicité aiguë est très faible et on aura les résultats de cette étude probablement l'année prochaine ou l'année qui suit.
Par contre, une seconde étude va démarrer, et là c'est une étude randomisée, oligopelvis 2, toujours pareil, rechute ganglionnaire isolée sur le TEP scan, avec un bras contrôle hormonothérapie intermittente et un bras expérimental qui associe à cette hormonothérapie intermittente de 6 mois une radiothérapie ganglionnaire. Et l'objectif principal, c'est de retarder la reprise de l'hormonothérapie. Cette étude a reçu un financement du PHRC et devrait démarrer cette année. En conclusion de ce module consacré à l'atteinte ganglionnaire des patients porteurs de cancer de la prostate, finalement des situations qui sont nouvelles, assez récentes. Tout d'abord, les patients PN+, on a vu qu'on voyait de plus en plus de patients PN+, en augmentant l'étendue de nos curages. On voit des patients qui sont avec des petites atteintes ganglionnaires, pour lesquels la stratégie thérapeutique adjuvante n'est pas complètement définie. Même chose pour les patients qui sont CN+, les bilans complémentaires, l'imagerie d'IRM scanner permet de détecter des ganglions qu'on ne voyait pas au préalable et se pose dans cette situation, la question du traitement local. Est-ce qu'il faut traiter ces patients qui sont possiblement micrométastatiques? Et la réponse est probablement oui. Et ensuite, quelle stratégie thérapeutique? Est-ce qu'il faut adapter la radiothérapie, la chirurgie au bilan d'imagerie qu'on a en pré-thérapeutique? Et enfin, une situation qui est encore plus récente, qui est la situation de la récidive ganglionnaire isolée. Et ça, dans le cadre de la récidive biologique, soit après radiothérapie, soit après chirurgie, soit même après traitement combiné. Et là se pose la question de la fiabilité de l'imagerie métabolique, ça a été largement signalé. Et se pose la question également de la bonne stratégie. Est-ce qu'il faut irradier? Est-ce qu'il faut faire de la chirurgie? Et enfin, il faut bien comprendre que cette situation qui change est une situation à laquelle on n'a pas de réponse et qui nécessite qu'on inclue les patients dans des études prospectives pour avoir, oui ou non, un intérêt thérapeutique pour le traitement de rattrapage chez ces patients. Bon, nous arrivons au terme de cette émission, donc merci Christophe, merci Guillaume d'avoir bien voulu répondre à ces différentes situations cliniques qui sont des situations qui nous posent des problèmes au quotidien. Merci au laboratoire Janssen qui sont le soutien institutionnel de ce programme CCAFU Online qui est sur vos écrans tous les 2 mois. Et nous allons remercier Arnaud qui va nous délivrer les take-home messages de cette émission. À très bientôt. Bonjour et bienvenue à ce nouveau module du CCAFU Online consacré aujourd'hui au cancer de la prostate et à la prise en charge des patients N+. Merci au sous-comité, à François Rosé et ses intervenants, Christophe Vessen, Guillaume Ploussard et Christophe Hennequin. 4 situations ont été distinguées. Les patients à haut risque et pour lesquels se pose la question de leur statut ganglionnaire, les patients PN+, donc ceux pour lesquels il y a une découverte histologique de ganglions positifs, les patients CN+, et enfin les récidives ganglionnaires après traitement local. D'abord chez les patients à haut risque ou à très haut risque, quelle que soit la classification utilisée, qu'il s'agisse de celle de D'Amico, du NCCN ou de l'EAU ou d'autres, se pose la question du statut ganglionnaire. À cet égard, la prostatectomie radicale, associée à un curage ganglionnaire, a l'intérêt d'être un traitement alternatif à l'association hormonoradiothérapie, avec en plus l'intérêt de l'exérèse des chaînes ganglionnaires en termes diagnostiques et peut-être en termes pronostiques, même si les études rétrospectives le montrant restent d'un faible niveau de preuve et avec des études discordantes. Il faut considérer qu'il n'y a pas d'effet thérapeutique prouvé. Dans cette situation, le curage ganglionnaire doit être étendu à toutes les chaînes situées entre les artères iliaques externes et les artères iliaques internes jusqu'au croisement urétéral, c'est-à-dire la bifurcation iliaque. En cas de curage positif, donc dans la situation de patients PN+, la présence de ganglions positifs doit être corrélée à la densité ganglionnaire, c'est-à-dire au nombre de ganglions positifs sur le nombre de ganglions prélevés. Cette situation, en fonction du nombre de ganglions atteints, impacte la survie et donc probablement la prise en charge. Face à cette situation, nous avons tendance à proposer une hormonothérapie. Pourtant, elle a un rôle discordant dans la littérature. Certes, dans l'étude de Messing, publiée en 2006, l'hormonothérapie immédiate a un rôle positif sur la survie versus une hormonothérapie différée au moment de la progression. Dans l'étude de Wang, publiée à partir de données de la base CIR, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre une hormonothérapie adjuvante versus une simple surveillance.
L'étude AFFUGE et TUC20 est essentielle pour répondre à cette question d'une hormonothérapie adjuvante chez les patients opérés d'une prostatectomie radicale à haut risque de progression, en randomisant un bras hormonothérapie et un bras surveillance. Qu'en est-il de la radiothérapie adjuvante dans cette situation des patients PN+. Il ne semble pas qu'il y ait un bénéfice clinique à irradier tous les patients N+, après chirurgie et traités par hormonothérapie. En revanche, il existe vraisemblablement des sous-groupes qui restent à définir, et notamment ceux qui ont un faible volume ganglionnaire. Des études prospectives sont en cours et permettront vraisemblablement de préciser quels sont les patients devant être irradiés. Concernant maintenant les patients CN+, c'est-à-dire ayant une atteinte ganglionnaire clinique, le message essentiel est qu'il faut envisager un traitement local, que ce soit une radiothérapie ou une chirurgie. Il n'y a pas de recommandation pour savoir quel traitement proposer, mais ces patients doivent être discutés au cas par cas en RCP. Si un curage est décidé, il doit être élargi, étendu, comme décrit précédemment, chez les patients à haut risque. Si une radiothérapie est décidée, elle doit être adaptée avec des boosts. Les bénéfices ont été montrés sur des databases rétrospectives avec des associations radiothérapie-hormonothérapie versus hormonothérapie seule. L'étude Stampede l'a confirmé de manière prospective. Même s'il n'est pas recommandé, le PET scan à la choline est certainement utile dans cette indication pour confirmer la nature isolée de l'atteinte ganglionnaire. L'indication d'une chimiothérapie n'est actuellement pas standardisée. Enfin, dernière situation clinique, celle d'une rechute biologique avec récidive ganglionnaire isolée après traitement local, soit chirurgie, soit radiothérapie. C'est une réalité clinique, une situation qui existe dans 15 à 20% des cas. Dans cette situation, le PET scan à la choline est l'examen de référence, en attendant le PET scan au PSMA. Elle peut être associée à une IRM, mais actuellement, il n'y a pas de preuve de l'intérêt à une hormonothérapie immédiate, comme finalement on le faisait encore récemment de façon quasiment systématique. En cas de récidive ganglionnaire isolée, et après s'en être assuré, là encore, un traitement local doit être proposé, soit par irradiation, soit par curage chirurgical bilatéral étendu en fonction du traitement initial et pour retarder la mise en place d'une hormonothérapie ou d'une chimiothérapie. Il nous semble essentiel d'inclure tous nos patients dans des études prospectives, les études Oligopelvis et notamment Oligopelvis 2, qui est un essai randomisé dont l'objectif est de retarder la reprise de l'hormonothérapie. Les inclusions sont réservées aux patients ayant une rechute ganglionnaire isolée sur un TEP scan, choline ou au PSMA, avec un bras de contrôle, traitement hormonal intermittent 6 mois, puis reprise 6 PSA supérieur à 4, et un bras expérimental, traitement hormonal intermittent, plus radiothérapie ganglionnaire. Une autre étude de phase 2 du CCAFU est en cours de soumission à un PHRC et se propose d'étudier le curage de rattrapage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau module du CCAFU Online. Merci au sous-comité prostate et aux intervenants. Merci également au laboratoire Janssen qui soutient cet enseignement. Prochain rendez-vous le 15 juin pour le prochain CCAFU Online consacré au sous-comité VESI. Merci, à bientôt.